est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Parce que la suite, elle est hyper importante, parce que c'est en fait, c'est la conscience du public qui décide où on va. Je l'ai expérimenté, vraiment, c'est extraordinaire. Et ce qui était, pour moi, il y a quelque chose vraiment, moi j'avais peur, parce que je me dis, mais à un moment donné, on aurait les chips, et puis après, on va me les mettre dans la tête, et puis après, en fait, il n'y a que les chips qui, on saurait les langues et tout ça. Et puis après, Philippe me dit, mais c'est un outil, Coco, c'est un outil. Ça ne peut jamais remplacer la conscience. Et après, j'ai expliqué, parce que, Uwe, tu sais, il y a Monsieur Ernst qui parle aujourd'hui, qui a les écrans. Donc, tu mets des percepteurs, des ondes comme ça sur la tête. Et en fait, moi, je vois le public comme ça. Et en fait, il y a un écran qui montre exactement le public. Et après, il dit, mais ça n'a rien à voir avec la conscience. Donc, en fait, je trouve que c'est super important. C'est un outil. Et ça ne peut pas, ça ne peut pas, voilà, ça ne peut pas. C'est ça. Bravo, bravo. Alors, maintenant, il y a les oui, mais, etc. Donc, mon amie Stéphanie et moi, on va courir. Donc, vous retenez à parler avant que vous ayez le micro dans la main, puisqu'en fait, c'est David de Agora TV qui filme ce soir. Et il y a Marc aussi. Donc, voilà. Donc, on est super bien accompagnés au niveau technique. Merci beaucoup, les garçons. C'est génial. Donc, Stéphanie et moi, on est vos coureuses professionnelles ce soir, à votre disposition. Et c'est ouvert pour les questions, à part, Philippe, si tu veux peut-être introduire la question-réponse. Ils savent déjà ce qui est... Non, mais c'est bon. Là, Uwe, oh non mais Uwe, attention, ça c'est carrément... Uwe Burka, pour moi, c'est un mentor hein, que j'ai. C'est vraiment, il est tellement important pour moi dans ma vie. Et oui, c'est ça, je vais peut-être traduire. Mais c'est génial parce qu'en fait, non mais ça, je vais juste expliquer 2 secondes parce que c'est vraiment important. Parce qu'en fait, il parle toujours du milieu. Et en fait, il travaille avec les communautés. Les communautés dans le monde, en fait, ça va pas bien, les communautés, parce qu'ils sont trop spirituels et trop dans l'air, ou ils sont en fait trop comme ça. Mais en fait, ils se pètent la gueule. Et moi, quand je fais des vidéos et je vais interviewer plein de gens avec mon camping-car et tout ça, bah, je me suis rendu compte, c'est vrai. Et Uwe, il a créé une liste. C'est un chef-d'œuvre, je pense, qui montre le milieu, en fait, et qu'est-ce qui peut marcher. Voilà, ça, c'est mon Uwe. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Mon grande question est, vous dites l'espace créé, nous créons l'espace avec notre conscience. Je dis l'espace et la conscience. Oh, et les consciences. Maintenant, quelle conscience? Quelle conscience? C'était ma grande question. La conscience, c'est négatif ou positif? Yeah? C'était ma question. Quelle conscience? Négatif, positif, c'est-à-dire, est-ce que vous faites référence à mauvaise conscience, bonne conscience, bien, mal, etc. J'ai des idées personnelles là-dessus, mais là, vous m'en demandez trop. Parce que là, on déborde largement le champ de ce qu'un physicien qui connaît l'intelligence artificielle peut se permettre de dire. Et en plus, ça sera une conférence entière pour parler du bien et du mal. Du fait que le mal est un bien en formation, par exemple, voir les dialogues avec l'ange. Alors, pas de questions sans micro. Il y avait 2 questions que m'ont posées des personnes. Je leur ai dit de me les poser, qu'elles étaient intéressantes. Où sont-elles? Voilà. J'ai vaguement évoqué l'histoire du cerveau droit et du cerveau gauche. C'est ça, voilà. Et savoir le rapport avec cette conscience éventuelle. Est-ce que une perception du cerveau droit qui est différente du cerveau gauche permet une ouverture de conscience ou etc. Ouais, ça c'est tout un pan de ma conférence que
J'ai pas, ce qui est très important. Donc, alors, parce que j'ai pas eu le temps de parler de l'intelligence vibratoire, la conscience vibratoire. Pour moi, la conscience, d'abord, son origine est de toute façon vibratoire. Ce n'est que parce qu'elle est incarnée dans un cerveau qu'elle devient analytique, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on perd en dehors du cerveau. Hein. Tout ce qui est de l'ordre du raisonnement analytique, rationnel, déduction, logique, etc., c'est quelque chose qui a besoin du temps et qui est perdu en dehors du cerveau. En fait, on pourrait croire que c'est lié vraiment à l'intelligence. C'est uniquement relatif à une ethnie, c'est relatif à une planète, c'est relatif à une situation dans le temps de l'état d'évolution d'une espèce. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut pas fonctionner en situation incarnée dans un contexte extrêmement particulier sur une planète particulière à une époque particulière sans un système de croyance. Ce système de croyance impose des dogmes et c'est lui qui définit la logique et qui définit la rationalité, etc. Ça, c'est de l'ordre du cerveau. D'accord ? Mais il faut comprendre que l'intelligence intuitive, l'intelligence absolue, enfin il n'y a pas d'absolu à ce niveau-là, bien sûr, c'est quelque chose qui se réfère directement à la source de l'information qui est adressée vibratoirement. Les plus grands esprits le disent eux-mêmes que ce sont des intuitions qui les ont aidés, qui les ont guidés. On connaît les pouvoirs énormes du cerveau qu'on attribue au cerveau malheureusement, alors que c'est pas au cerveau qu'il faut les attribuer. Les intuitions ne sont pas de l'ordre de l'intelligence analytique, c'est une autre forme d'intelligence, c'est une autre forme de conscience. Le docteur Charbonnier a lui-même bien simplifié l'affaire en parlant de conscience analytique cérébrale et de conscience intuitive extracérébrale. La situation normale pour la conscience, c'est extracérébrale, vibratoire et intuitive. Du coup, ça permet de comprendre la fonction du cerveau gauche et du cerveau droit. Le cerveau gauche, il est vraiment lié à l'incarnation, à la création du temps et de tout ce qui est impliqué par ça, le verbe, la communication, le mental inférieur, hein, parce que le mental supérieur, c'est lié à l'intuition. C'est-à-dire ça correspond à tout ce qui est la spatialisation de l'information par le cerveau. Le mental est le cerveau est un organe à spatialiser l'information à destination du mental, mais c'est reste un mental analytique parce qu'il est sous le contrôle du temps, si on peut dire. Et c'est ça qui produit la science, la connaissance et le meilleur de ce qu'on a pu. Voilà, mais on a oublié l'intelligence vibratoire et donc on a oublié le cerveau droit dont la fonction est de nous amener l'intelligence vibratoire parce que le mental est un outil de communication. On ne peut pas, en réalité, la véritable nature de la conscience est vibratoire et c'est ce qui explique tous les ressentis. Il n'y a aucun ressenti, qu'il soit premier niveau de la conscience, les sensations, les perceptions, deuxième niveau, les sentiments, les émotions, troisième niveau, les intuitions, tout ça, c'est des ressentis. Il n'y a aucun ressenti qui est expliqué par la science. Il n'y a aucun ressenti qui est expliqué même par le mental. D'accord ? L'accession à la notion de vérité, l'accession à la notion de vrai, l'accession à la notion de beau, l'accession à la notion de bien, on pourrait même dire bon, beau et bien, les trois beaux, les trois B, le fait d'accéder à ces notions-là requiert l'émotion, requiert le vibratoire. D'accord ? Et donc, je vous ai mis dedans la vérité. C'est-à-dire que même la vérité, elle est d'ordre vibratoire. Un cerveau, une intelligence artificielle ne peut pas savoir ce que c'est que la vérité. Une intelligence artificielle ne peut absolument pas accéder à la vérité puisqu'elle ne sait même pas ce que c'est. Et donc, oui, j'étais en train de dire, donc le mental a été... La science s'est construite à partir du mental parce que le mental, c'est un outil de communication consensuelle.
Parce que grâce au mental, donc au système de croyances qu'il fabrique, on peut arriver à se mettre d'accord sur la nature de la réalité, sur ce qu'il convient de penser, de faire, etc. Ça, c'est la fonction du mental. Alors que le ressenti ne permet pas ça. Parce que vous ne pouvez pas partager votre ressenti avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui peuvent un peu ressentir, bien sûr, mais franchement, le ressenti, c'est banni de la science parce que ça n'est pas communicable. Alors que la vérité est de l'ordre du ressenti, et ça c'est méconnu, on ne peut pas utiliser le ressenti comme outil par la science. On n'a pas le droit d'utiliser le ressenti comme outil d'accession à la vérité. Alors que la vérité est pourtant de l'ordre du ressenti, validée par la joie. C'est-à-dire que c'est la joie, et c'est Spinoza d'ailleurs qui le disait, et d'ailleurs les scientifiques français aiment Spinoza, ils aiment en parler. Spinoza avait compris qu'il y avait les émotions qui sont de l'ordre de la joie et de l'amour sont supérieures, sont au-dessus, transcendent, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre du mental. Le mental peut parfaitement se laisser gouverner par la joie. Simplement, il existe aussi un autre type d'émotions qui sont cette fois-ci gouvernées et produites même par le mental, qui sont les émotions inverses, hein. La peur, la tristesse, etc. La science produit de ce fait la tristesse. Le mental, il est situé en quelque sorte à un niveau de la conscience qui est intermédiaire entre les émotions négatives et les émotions positives. On croit que on range toutes les émotions comme étant de la chimie du cerveau parce qu'on les range toutes comme étant produites par le mental, alors que c'est faux. Simplement, le cerveau, il est à un niveau vibratoire. Le mental inférieur, hein, pas intuitif, il est à un niveau vibratoire qui se trouve intermédiaire entre les émotions négatives et les émotions positives. Et le cerveau droit a une fonction essentielle qui consiste à rééquilibrer l'intelligence pour aboutir au meilleur discernement. Parce que l'intelligence réelle, c'est une intelligence intuitive, donc non communicable, non explicable, accès direct à l'information. Alors que l'intelligence dont on a besoin, nous, pour vivre en société, c'est une intelligence collective qui a besoin de la communication, du consensus, etc. C'est pour ça que le mental inférieur existe. Et du coup, on a besoin d'un équilibre entre les deux. Et le meilleur discernement fait intervenir un équilibre entre le mental et l'émotionnel. Voilà. Est-ce que j'ai été... Et autre chose, le cerveau analytique, justement, d'ailleurs, dans cet équilibre, a pour fonction d'analyser. Donc, il va regarder tous les détails. Il va partir d'en bas. Et quand ça va faire trop d'informations, comme dans le cas du Covid, par exemple, il va être obligé de dire non, ça j'écarte, parce qu'il veut aboutir à un système cohérent. Donc le mental, c'est un système de sélection et même de ségrégation qui classifie, qui rejette, etc. Et il n'est pas étonnant que notre société soit dans l'état où elle est. C'est l'évolution normale d'une société qui privilégie le mental en oubliant l'humain, c'est-à-dire la composante émotionnelle de l'humain. Et en fait, donc, ça veut dire que face à une information trop complexe, du fait que le mental est obligé de rejeter, le mental, finalement, il est pas capable de trouver la vérité. Et ceci est compensé par le fait que nous avons quand même un cerveau droit qui nous permet d'avoir du bon sens, hein, c'est-à-dire qui nous permet de faire une synthèse de toute l'information, parce que comme c'est une information vibratoire, il est beaucoup plus facile de la compresser. Moi-même, ingénieur en intelligence artificielle, je me suis rendu compte que lorsqu'on compresse une image, on perd tout, alors que l'on compresse un signal, on récupère la substantifique moelle. Donc l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle, ou que je préfère appeler l'intelligence vibratoire, elle est faite pour la synthèse, alors que l'intelligence analytique, le mental analytique, il est fait pour l'analyse, et on a besoin des deux. C'est-à-dire que la plus grande intelligence
le plus grand discernement a besoin d'un équilibre entre les deux. Voilà, c'était le... Là, ça sera super sympa si vous dites le nom et peut-être vous vous levez juste pour poser la question. Alors, Laurence, avec tout ce que vous avez dit, moi j'ai une question. Vous vous situez où, l'âme, dans tout ce que vous venez de dire? L'âme? Oui, l'âme. Ben, l'âme, j'en parle souvent. Hein. On peut la définir de différentes façons. Soit on la considère comme étant la conscience incarnée qui survit après la mort, et dans ce cas-là, on la définit comme étant le système quantique, le système de coordination quantique du vivant, qui permet de réduire son entropie de manière à préserver les cycles du vivant, et qui, comme c'est une information quantique, survit naturellement à la mort physique. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mécanisme d'auto-guérison qui est propre à la conscience incarnée, qu'il ne faut toutefois pas confondre avec l'âme réelle, qui, elle, a beaucoup plus d'expérience que celle d'une seule vie, et qui se trouve de l'autre côté de l'univers. Enfin bon, là, c'est une théorie intéressante, où là, l'âme s'identifie à ce qu'on peut appeler, l'âme et l'esprit, pour ce qui concerne cette vie incarnée, s'identifie à ce qu'on appelle le soi. C'est-à-dire le soi, c'est notre raison d'être, c'est l'intelligence qui préexistait à notre existence et qui connaît le sens de notre existence. Voilà. Et donc, nous avons une âme à ce niveau-là. Et cette âme se justifie par le fait que l'univers étant flexible, il existe deux types de choix qui ne peuvent pas être résolus par la mécanique. Ce sont les choix issus de la nécessité de faire des choix ou bifurcations dans le présent, et aussi ce sont les choix qui sont issus du fait que le futur n'étant pas déterminé par quoi que ce soit, il est déterminé par une autre conscience que la nôtre. C'est celle du soi, c'est celle de notre âme, de notre esprit. Enfin, on attribue plutôt à l'esprit la destination, alors qu'on attribue plutôt à l'âme le chemin. Voilà. Bonsoir. Merci de nous partager le fruit de votre travail. Salut. Donc, il y a eu un moment donné où j'ai bugué. C'est normal. J'avoue, et j'essaie. Donc, je vais essayer d'expliquer le bug. Vous nous parlez donc de la conscience et du lien que vous faites avec l'espace, en disant la conscience c'est dans l'espace, ou c'est l'espace qui est la conscience. Et à un moment donné, vous avez dit la conscience avance vers le futur. Et donc il y a de nouveau cette notion de temps. Et, oui. Et là, j'arrive plus. Vous avez eu raison de bugger. C'est bien, c'est parce que lorsque je dis la conscience avance vers le futur, c'est une métaphore et c'est pas une bonne façon de le voir. En fait, c'est le futur qui vient vers la conscience. Il vaut mieux le considérer comme le futur qui vient vers nous. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de notion de... Enfin, du moins dans la réalité où on se trouve, il n'y a pas de notion de navigation collective dans un multivers. C'est plutôt, il vaut mieux le concevoir comme le fait que nous avons tous des cerveaux qui servent à sélectionner la réalité que nous voulons vivre collectivement, et que cette réalité vient vers nous au fur et à mesure où elle peut être perçue par la conscience. Ça vous va, si vous préférez ? Voilà. Bonjour. Écoutez, moi j'ai juste une question. Vous avez dit avant, enfin, ce qu'on a dit, c'est que, je me rappelle aussi ce qu'a dit Aristote, il a dit « Rien n'est dans l'intelligence qui ne soit d'abord passé dans l'essence ». On parle d'intelligence artificielle. Déjà artificielle, si je comprends bien ce que vous dites, ça n'a pas vraiment de sens de dire artificielle.
Bon, on parle aussi d'intelligence artificielle en parlant de robots, de choses un peu mécaniques, de choses comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment possible dans la mesure où ça fait partie, puisqu'on fait appel à ce qui sont nos sens, donc le ressenti. Est-ce qu'une machine, ou autrement dit quelque chose qui n'est pas organique, peut accéder à cette, vous parliez avant dans le cerveau droit, cerveau gauche, est-ce qu'elle peut accéder à cette espèce d'état de conscience qui lui permettrait d'être ce qu'on appelle une intelligence? Oui, mais en fait, vous résumez bien le problème. C'est-à-dire que c'est dans la pensée normée, dans la pensée mainstream, dans la pensée, dans la croyance populaire. C'est le cerveau qui produit les perceptions. Mais évidemment, mais vous avez raison de dire que c'est faux. D'accord ? Donc une machine ne peut pas être intelligente finalement. Donc, évidemment, mais bon, le problème c'est qu'on a réussi à faire croire ça à plein de gens. C'est pour ça que je suis là, c'est pour rectifier le tir. Ouais, justement. Non, on est bien d'accord. Donc ce qui est organique fait partie intégrante de ce qu'on nomme l'intelligence. Autrement dit, quelque chose qui n'est pas organique ne serait pas intelligent. C'est correct ? Oui, dans la mesure où ce qui est dans la notion de vivant, dans la notion d'organique, il y a effectivement cette notion, mais c'est pas connu, c'est moi qui le propose, cette notion vibratoire liée à la conscience qui est dans le système organique. D'ailleurs, sans conscience, un système organique ne peut pas préserver ses cycles, parce que sans conscience, il est soumis à la loi de l'entropie, le second principe de la thermodynamique. L'entropie augmente tout le temps, donc aucun cycle n'est possible. Et effectivement, la science n'a jamais expliqué les cycles. Et donc la science n'explique pas le vivant. La seule chose qui peut expliquer le vivant, c'est la conscience, et en particulier cette fenêtre qu'elle a, qui fait qu'elle peut faire des choix de manière à préserver son équilibre, ne serait-ce que thermodynamique. Mais ça, c'est pas nous qui faisons ces choix, ce sont nos cellules. C'est-à-dire que c'est automatique. On n'a pas, notre conscience à nous. Enfin, nous, on a 3 niveaux de la conscience. Nous, notre niveau de la conscience, il est au second niveau, celui de la conscience du présent, de la conscience réflective. Mais nous avons aussi une conscience cellulaire, sinon on n'aurait jamais mal. Hein. Et ce sont nos cellules qui font les choix qui sont permis par le fait qu'ils ont une conscience. Nos cellules ont une conscience. Ils se régulent automatiquement. Tout comme nous, on est capable automatiquement de savoir vers où il faut aller. Donc il y a bel et bien une intelligence du vivant qui, nous, à notre échelle, correspond à notre intelligence à nous, mais qui, à l'échelle des cellules, correspond à l'intelligence qui leur permet de s'autoréguler. Donc c'est une très bonne question. Bonsoir, merci Philippe. On s'est connus un peu plus en détail lors du stage dimanche et tu parlais beaucoup de la conscience et à un moment donné, j'avais besoin de comprendre, est-ce que tu as ces notions déjà de spiritualité, la soi-conscience éternelle qui va de vie en vie, donc le soi. Maintenant, ce qui m'a posé des questions dans ce que tu nous as introduit aujourd'hui, c'était cette notion du vide. Or, si nous, pauvres humains modestes, on a une conscience éternelle, j'imagine que le monde, le grand monde, a une conscience. Et je me suis dit que tout ce monde scientifique est binaire. Et comme tu as dit, oui, ils n'ont pas la conscience du vent quand ils voient les choses bouger, de la même manière, s'il y avait la conscience du monde éthérique, de ce monde qui est intermédiaire entre le matériel et le spirituel, qui est la porte d'entrée, ce monde éthérique qui est la mémoire du monde en même temps, qui est amour, qui est force de vie. Dans notre corps, c'est ce qui nous guérit. S'il y avait cette conscience qu'on voit jouer dans la nature, dans la plante, qui évolue dans le secret par saut, par bond, qui n'est pas linéaire justement, quand la science elle aura cette conscience du monde éthérique, elle sortira du binaire. Et envers toi, je me suis demandé quel était, quand tu parles du vide, c'est pas possible le vide. Le monde est plein d'êtres, est plein d'êtres, d'amour, de conscience et de sagesse. Donc pour moi, la notion du vide m'étonne quand tu en parles avec tout ce que tu développes par ailleurs, qui est déjà des notions
beaucoup plus, qui sortent du binaire et du monde matérialiste. Voilà. Mais j'ai pas dit que le vide était vide. Hein. Même les physiciens se rendent compte du fait que le vide n'est pas vide. Simplement, on ne comprend pas la structure du vide. Aujourd'hui, le vide. Alors, que font les physiciens avec le vide? Soit ils considèrent qu'il est rempli de particules virtuelles qui n'ont qu'un instant de vie extrêmement bref et qui n'ont pas suffisamment d'énergie pour devenir matière. Déjà, il y a eu quand même une notion intéressante là-dedans. Soit ils le considèrent à une échelle encore plus petite comme une espèce de mousse quantique. Pourquoi ils parlent de mousse? Parce qu'ils aimeraient bien pouvoir la faire bouger, mais ils n'y arrivent pas. Parce que pour la faire bouger, de manière à ce que ça devienne de vraies vagues, il faut introduire un autre temps. Voilà. Et cet autre temps, pour l'instant, n'existe pas dans la physique, bien que les grands physiciens comme Carlo Rovelli, très souvent, et même en France, les physiciens ont compris qu'il fallait sortir du temps pour arriver à comprendre la physique aujourd'hui. Ils ont compris qu'il fallait décrire les choses hors du temps. Mais décrire les choses hors du temps, ça implique introduire un autre temps. Et il est facile de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à introduire cet autre temps, parce que ça devrait correspondre à ce qu'on appelle le kairos des Grecs, qui est le temps de l'opportunité. Et ce temps-là, il ne change les choses qu'à certains moments seulement. Et les matheux, là, ils ont un sacré problème pour décrire ce second temps, parce qu'il est discontinu et il n'est pas possible de créer une évolution hors du temps sans tenir compte de cette discontinuité qui fait qu'il n'y a qu'à certains moments que tout peut changer. J'ai peut-être dérivé un peu, tu m'avais dit, mais voilà. Les physiciens ne savent pas décrire le vide parce qu'ils ont besoin d'un temps supplémentaire qui est trop subtil pour la démarche mathématique actuelle, mais bon, ça pourra changer. Ce qui m'intéresse, c'est toi, ta notion à toi du vide. Ma notion à moi, mais moi, je vous ai déjà expliqué. Puis non, mais je ne vais pas rentrer dans la métaphysique qui nous mènerait très très loin. Oui, là, il y a une question. Oui. Werner, merci pour la conférence et puis les questions qui sont... j'ai saisi un petit peu. J'ai saisi une question, c'est qu'il n'y a pas de disque dur dans notre cerveau. Et puis donc, j'aimerais bien savoir où il se trouve et comment je peux m'y connecter s'il y a un disque dur. D'accord. Et puis, voilà, donc, en français, on dit apprendre par cœur des choses. On lit avec la mémoire. Et en allemand, on dit auswendig lernen. Ça veut dire apprendre par l'extérieur. Et puis, la question, c'est comment, voilà, est-ce qu'il y a un lien où je peux me connecter à l'extérieur? Parfois, quand je ne sais pas quelque chose, il me faut quelques minutes pour me remémorer une chose. Et des fois, 5 minutes plus tard, ou 1 heure, ou 3 jours plus tard, la chose me vient. Alors donc, je me dis, il doit y avoir une interconnexion à ce niveau-là. Oui. Et puis après, il y a aussi la question, qu'est-ce qui se passe auprès des compositeurs? Et par exemple, Goethe, quand il a écrit Faust, il a dit clairement, c'est pas lui qui l'a écrit. Alors donc là, il doit s'agir d'une activité d'un génie. Et est-ce que ceci est possible que ça puisse être copié et puis fait par une machine par la suite? Ok. Vous avez déjà un peu partiellement répondu en sous-entendant avec cet exemple des génies de la musique, mais il y en a plein d'autres, que le cerveau ne peut pas produire cette information. Et effectivement, donc la mémoire, le cerveau ne contient pas de disque dur. Alors, il existe 2 types de mémoire en informatique. C'est juste pour faire la métaphore. Il existe la RAM,
la mémoire vive, et la ROM, ou le disque dur, hein, la mémoire qui ne sert pas, qui est statique, on va dire, la mémoire statique et la mémoire vive. Eh bien, on retrouve ces deux types de mémoire, je pense, dans l'espace-temps. C'est la première type de mémoire, c'est l'espace-temps lui-même, c'est-à-dire le vide, si on peut dire, hein, c'est-à-dire la structure du vide, qui mémorise de façon vibratoire tout ce qui a toujours existé en tout temps et tout ce qui existera. C'est ce qu'on appelle le multivers. Tout cela est une immensité que la physique est obligée d'acter par le fait que la théorie de la relativité, les trous de verre et tout un tas d'objets, ne serait-ce que les trous noirs, nous incitent à penser cette mémoire de l'univers qui dépasse largement le temps présent. C'est-à-dire que ça existe encore dans le passé et ça existe déjà dans le futur. Donc ça, on peut le considérer comme une mémoire vive dans la mesure où ça reste flexible. C'est-à-dire les lignes de temps peuvent évoluer. Voilà. Mais on peut imaginer, toujours par cette métaphore, un autre type de mémoire, c'est-à-dire imaginer qu'on n'a pas envie que ce qui est arrivé dans le passé disparaisse à jamais. Parce que c'est possible, si jamais il y a une involution, si jamais par exemple, et ça peut arriver, dans l'évolution de l'histoire, il y a une involution qui pourrait faire disparaître des choses qui sont précieuses, de la rame de l'univers, donc de sa mémoire vive, ça peut être intéressant de le figer dans un disque dur, et ça s'appelle les mémoires akashiques. D'accord ? Je pense que vous vouliez que je prononce ce terme. Voilà, et donc ça voudrait dire qu'il existe des êtres, ça voudrait dire, attention, hein, qu'il existe des êtres évolués, très évolués, avec une technologie bien au-dessus de la nôtre, qui sont capables de mémoriser des portions, de mémoriser ce que l'univers a produit. Voilà. Bon, mais nous, on n'est pas capable d'imaginer ce genre de choses. Et si je vous en parle, c'est uniquement parce que j'ai cette vision métaphorique d'une mémoire vive et d'une mémoire statique, et je me dis que dans l'univers, il doit exister aussi ce genre de choses. Et ensuite, au niveau de la connexion, pour arriver à canaliser donc ce genre d'informations, bien, je vous en ai touché un petit mot tout à l'heure en vous disant que tous les points de l'espace-temps, et même de l'espace-temps et hors du temps, sont reliés possiblement par des canaux qui se modélisent de manière incomplète en parlant du phénomène d'intrication qui n'est pas totalement compris parce qu'il ne fait pas intervenir les dimensions supplémentaires, ou qui se modélise par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les trous de verre, mais bon, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que tous les points de l'univers sont potentiellement reliés de manière à canaliser une information de type vibratoire, ce qui ne pourra pas être admis par la physique tant qu'elle n'a pas admis les dimensions supplémentaires qu'on observe dans la théorie des cordes, hein, par exemple. La théorie des cordes, elle a séduit énormément de physiciens, mais elle a été beaucoup contestée, mais elle est en train de revenir parce qu'elle est elle est contenue dans le modèle holographique. Et la théorie des cordes, elle dit quelque chose d'absolument essentiel, c'est que c'est l'information vibratoire de l'espace qui détermine ce qui arrive, ce qui détermine la version d'univers qu'on vit à l'intérieur du multivers. Donc on est bien dans une connexion de type vibratoire entre des points éloignés de l'espace et du temps. Tu peux juste expliquer la théorie des cordes expliquer la théorie des cordes. Non, je fais référence à la théorie des cordes, mais il n'est pas question que j'ai... Oui, la théorie des cordes, je vais juste dire que c'est une théorie qui fascine les physiciens parce qu'elle permet de modéliser la matière, toutes les particules du modèle standard sous la forme de vibrations de cordes d'espace. Hein. Ce n'est pas des vraies cordes, c'est l'espace lui-même qui vibre, c'est-à-dire que ce sont des objets
unidimensionnels, non pas à 0 dimension comme des points, mais à une dimension qui décrivent l'espace, mais un espace qui vibre. C'est-à-dire que la théorie des cordes, finalement, c'est la meilleure théorie, hein, elle rejoint même d'une certaine manière la spiritualité, à condition de l'interpréter de cette manière. Mais ce genre d'interprétation n'était pas possible à l'époque où la théorie des cordes est née. On a compris de travers les dimensions supplémentaires en pensant que c'était des dimensions d'espace alors que ce sont des dimensions vibratoires. Ça vous va ? Oui. Nathalie, merci. Moi, je voulais vous dire qu'en fréquentant ces intelligences artificielles, je me suis rendu compte quand même que ce soit des intelligences comme ChatGPT ou comme Stable Diffusion qui produit des images, on a souvent des créations monstrueuses qui sont disharmonieuses dans la façon d'interpréter les choses ou de les dessiner. Et puis, je voulais vous dire aussi que grâce à votre conférence, là, il me semble avoir compris quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, avec ce que vous dites, on peut éliminer le hasard de cette théorie de l'évolution qui est complètement bancale à cause de ce concept de hasard et qui devient extrêmement harmonieuse avec la façon dont vous décrivez ces fenêtres et puis cette façon de pouvoir modeler la réalité avec le ressenti, c'est-à-dire que les êtres vivants, de par leur ressenti, modèlent leur gène pour évoluer dans un monde qui soit de plus en plus harmonieux, en fait. Oui. Et enfin, merci, parce que c'est transcendant. Ben, merci à vous de l'avoir compris. Merci, bonsoir et merci pour cette super conférence. Moi, j'avais 2 questions. La première concernait cette fenêtre entre l'intelligence et la conscience, où j'ai l'impression que est-ce que ça pourrait correspondre à un état méditatif ? Oui. Avec la méditation, moi, j'ai l'impression comme si je fais le parallèle avec vos mots, de traverser cette fenêtre pour faire grandir ma conscience. Et en plus, je perds la conscience du physique immédiat pour développer une autre perception d'un autre monde, quelque part. Alors, la méditation a cette propriété qu'elle permet d'agrandir la fenêtre. Du coup, c'est comme si elle figeait le présent, parce que l'information qui vient du futur devient minoritaire devant la perception du présent. Et en plus, elle permet d'éliminer l'importance des pensées qui, elles, sont en train de circuler, donc qui se noient dans le... voilà. Donc la méditation, il n'y a rien de mieux pour aboutir à un état de déconditionnement dû au fait que les pensées émanant du cerveau apparaissent comme simplement du bruit. Et bon, ça a plein d'autres propriétés, et on ressent d'ailleurs, et bon, certains méditants très très performants sont même capables de prouesses extraordinaires du fait que, en fait, lorsqu'on agrandit cette fenêtre de temps, ça revient à dilater le temps, et du coup, ça a des propriétés, c'est quelque chose qui vient modifier la structure de l'espace-temps autour de la personne. Mais bon. Philippe, j'avais juste une autre question en lien qui a un pont avec ça. C'est par rapport à ce que vous dites sur la conscience vibratoire. Je me demandais, parce que depuis quelques années, puis ça s'accentue, j'ai l'impression que selon la conscience vibratoire des gens, on a l'impression de plus vivre dans le même monde. Est-ce que ça pourrait correspondre ? Oui. C'est les mondes différents qui s'interpénètrent les uns des autres sont simplement... puisque ce sont tous des mondes de conscience, ce sont simplement des mondes qui ont ce qu'on appelle des densités différentes, c'est-à-dire des fenêtres de temps, de périodes différentes. La densité, c'est comme la fréquence, donc des vibrations différentes. La fenêtre de temps, c'est une période. Si vous agrandissez, par exemple, si vous multipliez notre période par un facteur de 1 à 10 millions, vous arrivez à la conscience de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, en un instant,
qui correspondrait à une respiration pour nous, pour elle, c'est 1 année. D'accord ? Si vous multipliez par 2000, vous arrivez à la conscience des plantes grimpantes. Parce qu'une plante grimpante, si vous prenez une image sur 2000, vous la filmez pendant toute la journée, vous prenez une image sur 2000, vous apercevez qu'elle fait ça, elle a comme un grimpeur qui choisit ses prises. En fait, la conscience choisit, s'insère dans un organisme et choisit l'épaisseur de temps qui correspond à la fenêtre pour laquelle elle a un libre arbitre. Nous, on n'aurait pas de libre arbitre si notre fenêtre de temps était trop grande ou alors si elle était trop petite. Un organisme est quelque chose qui va ramener l'information de l'univers avec une certaine fréquence, avec une certaine... etc. Et la conscience s'adapte à ça et c'est ça qui détermine sa fenêtre de temps. Mais ça reste quand même une fenêtre de temps pour la conscience et la conscience a la capacité de la modifier. Donc les personnes qui sont en train de dormir, qui dorment, enfin il y en a qui dorment dans la rue, ont une fenêtre de temps réduite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de traverser une ville en voiture et puis de vous affoler, parce que moi ça m'est déjà arrivé, parce qu'à votre arrivée, vous vous rendez compte que vous avez été inconscient pendant tout le trajet. Ça vous est jamais arrivé ? Voilà. Moi ça m'est arrivé, ça m'a fait peur. Je me suis dit mais comment j'ai fait ? Comment j'ai fait pour conduire inconsciemment ? Parce que c'est mon cerveau qui a conduit. J'ai conduit de manière complètement automatique. Et je n'avais pas conscience parce que ma fenêtre de temps était extrêmement réduite. Je n'avais pas de libre arbitre, j'avais perdu tout ça. Donc oui, la notion de fenêtre de temps, elle est fondamentale. J'ai une question. Quel lien vous faites entre la conscience et le cœur, ou le chakra du cœur ? Alors, bon, le cœur biologique a peut-être un lien avec ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Oui, mais enfin, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, ça n'est rien d'autre que l'intelligence vibratoire. D'accord ? Et d'ailleurs, tout est vibratoire. Le cœur, c'est ce qui se voit le plus. Et d'ailleurs, le cœur, il a une période de battement qui correspond exactement à la fenêtre de temps de la conscience. Vous avez compris ? Au sujet du cœur, je ne sais pas si monsieur ne parle pas de l'organe biologique, même s'il peut y avoir un lien entre l'organe biologique et la vibration du cœur telle qu'on l'entend, qui est la vibration émotionnelle. Et oui, il y a un lien entre le cœur et les émotions. Il faut que je travaille cette affaire, parce que j'ai une conférence à faire avec Laurence Delabaume dans 1 mois, où elle, c'est la spécialiste de ce truc-là. Du lien entre l'intelligence du cœur et l'organe cœur lui-même. C'est pas ma partie, ce sera sa partie à elle. Philippe, puisqu'on parle justement de cette intelligence, mais on est d'accord, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intellect artificiel. C'est pas l'intelligence, c'est un autre nom. Non, mais l'intelligence du cœur. Non, mais je veux dire l'artificiel. Quand on parle d'intelligence artificielle, puisque à la base, c'est ce que tu dis, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais on l'assimile à l'intelligence du mental. Et le mental, il a une intelligence de type analytique. C'est ça. D'accord ? Il a des données, en fait. Une base de données qui travaille. Oui, non, mais bon, après, quand on parle de l'intelligence du mental, le mental, il est quand même relié il est quand même relié à l'intelligence émotionnelle. Donc, on a du mal à séparer ce qui relève du mental, de l'analytique, du cerveau gauche, de la création du temps, de la logique. On a du mal à le séparer des autres propriétés de la conscience qui ne sont pas de cet ordre, qui sont d'ordre vibratoire. Comme on ne connaît pas
l'intelligence vibratoire. Les neuroscientifiques n'étudient pas les vibrations, ne savent pas quoi faire des vibrations. Et pourtant, il n'y a que ça dans le cerveau. J'ai moi-même étudié ça. Mais on ne sait pas quoi en faire. Donc, ils considèrent ça comme un épiphénomène et ils ne s'intéressent qu'aux capacités mentales du cerveau, donc capacités analytiques. Et du coup, on oublie que le cerveau est en permanence renseigné, interfacé avec une source d'information vibratoire. Mais ça, on l'oublie. Et l'intelligence artificielle n'a pas ça. C'est pour ça que les intelligences artificielles ne sauront jamais égaler les intelligences humaines. Elles ne pourront être que des outils qui seront extrêmement précieux pour des actes extrêmement spécialisés. Oui, mais c'est pas ça qui... Non, parce que c'est le mot intelligence, puisque le mot intelligence, justement, est connecté avec la conscience, avec l'être et puis avec l'organique. Oui. Et puis pas l'artificiel. Non. Donc, en fait, c'est un outil artificiel, quelque part. C'est une base de données artificielle, mais le mot est faux. Non, mais l'intelligence artificielle, on ne devrait pas déjà l'appeler intelligence. C'est ce que je veux dire. Mais je croyais l'avoir dit, non? Mais ça, c'est parce que c'est né dans les années 50 où avec les grosses machines là. Et on commençait à fabriquer les premiers, même pas les fabriquer, mais les imaginer. Et puis on s'imaginait on était très naïf à l'époque, bon, on l'est toujours, s'imaginait qu'un réseau de neurones, c'était intelligent. Mais même moi, il m'a fallu un temps de maturation pour comprendre qu'un réseau de neurones, c'était pas intelligent, que c'était comme un outil. Même moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Enfin, non, mais... Même moi. J'ai plongé là-dedans, comme tout le monde. Donc, bonsoir Thierry. Donc, pour illustrer ça, est-ce qu'on peut parler de cette expérience d'échec avec Deep Blue et puis Askarov, quoi, à une époque, la machine a réussi à battre Oui. Donc, c'est vraiment des spécialités. C'est des spécialités. Moi, ça m'intéresse plus, les échecs, le jeu de Go, etc. De toute façon... c'est lorsque vous confrontez un joueur d'échecs ou vous apprenez à jouer d'échecs, vous vous intéressez uniquement aux performances du cerveau. Voilà. Mais c'est pas de l'intelligence, c'est du calcul. L'intelligence n'a rien à voir avec le calcul. Mais si on revient dans les films d'anticipation comme 2001, les choses comme ça, l'ordinateur, tel qu'on nous le filme, là, telle l'histoire, il prend des décisions. Mais oui, mais ça, c'est de la mystification. D'accord. Non, mais il pense pour lui, il pense pas pour l'homme, il pense pour lui, quelque part. Il oriente sa décision, quoi. On a fait croire aux gens, on a fait croire à l'humanité, on a fait croire qu'un robot pourrait devenir conscient, pourrait devenir intelligent, mais tout ça, c'est des conneries. C'est juste pas possible. GPT, il lui faut, je ne sais plus si c'est 100 000 images avant qu'il se repère. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Oui. Oui. On n'a pas besoin de se connecter à l'immense base de données d'Internet. On est capable de se connecter à bien plus grand que ça. Simplement, il faut développer notre intelligence vibratoire pour y avoir accès. Ça passe par le développement des perceptions extrasensorielles, ça passe par tout ce genre de choses. Et ce que j'appelle le futé lumineux, c'est le développement de tous ces potentiels de la conscience qui vont inévitablement exploser dans les années et décennies qui viennent. Vous parlez de conscience collective, c'est ici, juste là, et sur laquelle on s'accorde tous ensemble. Et depuis quelques années, maintenant, on a vraiment l'impression d'avoir des gens qui ont une certaine conscience de la réalité, d'autres une autre. Est-ce qu'il y a vraiment des réalités ou des consciences qui évoluent en parallèle et qui peut-être se connectent à des futurs différents et qui pourraient se superposer dans l'avenir? Qui pourraient
se superposer, enfin cohabiter avec ces différents niveaux ou ces différentes consciences collectives en parallèle, ou je ne sais pas comment justement. Je sais pas très bien, je vois pas très bien ce que vous voulez dire. Par exemple, pour être plus concrète, au niveau du Covid, très clairement, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui a une certaine conscience des choses, puis une autre. Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à coévoluer avec des réalités différentes, ou est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre, ou comment vous voyez les choses par rapport à ça? Moi, ce que je vois clairement aujourd'hui, c'est qu'il y a une scission, et que d'ailleurs cette scission, elle s'est traduite par la crise géopolitique de l'Ukraine d'ailleurs. Si vous voulez, je vais vous dire comment je vois les choses. Tout part de la finance depuis très longtemps, mais depuis 2008, allez, au plus tôt. Et les puissants de ce monde, les puissances financières de ce monde, qui ne sont pas au courant, qui sont matérialistes et qui ne sont pas au courant des progrès de la science, des progrès de toutes sortes d'expériences, elles sont au courant d'une forme de spiritualité qui est fausse. Elles se fourvoient complètement sur la spiritualité. Elles ont décidé d'utiliser les progrès de la technologie pour nous emmener le plus rapidement possible vers une société de contrôle où elles vont pouvoir récupérer un pouvoir qu'elles savent qu'elles vont perdre. Voilà. Donc, parce que la monnaie, le dollar, etc., est condamné à s'effondrer. Voilà. C'est même en cours, enfin vous le savez très bien, je ne vais pas vous faire un truc là-dessus. Donc, elles ont décidé depuis très longtemps de ces puissances, ces pouvoirs qui dirigent tout, y compris les médias, ont décidé depuis très longtemps de nous emmener vers une société de contrôle. Mais pour ça, il faut arriver à conditionner les peuples, conditionner leurs pensées, à trouver normal qu'on soit contrôlé. Et donc, ça passe par des histoires de virus, des histoires d'intelligence artificielle, etc. Ça passe par tout ça. Mais tout ça, c'est pour amener la peur qui va nous faire accepter ce système de contrôle. Bon, voilà. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont tombés dans ce piège, qui ont cru que c'était vrai, que il y avait un virus, qu'il y a des intelligences artificielles qui vont devenir plus intelligente que nous, etc. Tout ça. Et ça, ce mouvement a doublé la science. Il est né à l'université de la singularité. Le mouvement pseudo-scientifique qui couvre cette affaire-là est né dans l'université de la singularité aux États-Unis. Je crois que c'est dans les années 2005. Et moi, je prenais pas ça au sérieux à l'époque. Et je me disais, mais ils sont complètement tarés. Ils sont en train de faire comme si tout le monde, les scientifiques, considéraient comme évident qu'on était dans un univers de matière, mais c'est complètement faux. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient se planter. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont réussi à faire croire aux banquiers que effectivement ça fonctionnait comme ça, que l'intelligence humaine fonctionnait comme ça. Et donc ça a créé un mouvement essentiellement occidental, complètement délirant, qui veut absolument nous emmener au transhumanisme. Parce que le transhumanisme est la voie d'évolution logique pour quelqu'un qui pense comme ça, pour quelqu'un qui n'a rien compris au vivant, qui n'a rien compris à l'univers, voilà, on a affaire à des cancres en fait, hein. On a affaire à plus haut niveau à des gens qui ont une conception fausse de la réalité. Et donc ces gens-là nous gouvernent, mais ils veulent aller trop vite dans le changement, ils veulent tout court-circuiter. Ils veulent court-circuiter même la science, ils veulent court-circuiter les études scientifiques, ils considèrent que c'est acquis, que l'être humain est une machine biologique, etc. Et ils veulent nous emmener dans le monde qu'ils ont déjà préparé pour nous, parce que l'humain est une machine biologique. Et ça donne tout ce que vous savez de totalement effrayant. Et ils ont déjà commencé à se planter considérablement sur toute l'année. Ils n'arrêtent pas de se planter sans arrêt, et ça continue, et c'est mort. C'est mort, dites-vous bien que c'est mort. C'est terminé.
Et avant, il y avait une alliance globaliste pour aller vers ça, parce que les autres pays, la Russie, la Chine, se sont fait prendre au piège. Mais quand ils ont vu que le programme était planté, ils ont dit non, là, vous allez trop loin. Et donc il y a eu cette scission. Et donc on a au moins 2/3 de l'humanité qui nous garantissent qu'ils vont pas avoir notre évolution de débile, quoi. Donc ça va, rassurez-vous, on est tranquille. Même si les autres pays émergents ont beaucoup de progrès à faire et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes chez eux, beaucoup de dictatures, etc., au moins ils sont garants de d'une partie de l'humanité que grâce à eux on va pas perdre, parce qu'on va pas pouvoir aller vers ce nouvel ordre mondial occidental. Donc, mais c'est terminé. Enfin, vous le voyez bien que tout est foiré d'avance au niveau de ce programme. Enfin, moi, je n'arrête pas de le constater. Et donc, je vous rassure, ça n'aura pas lieu. Et de toute façon, il y a trop d'intelligence vraie, il y a trop d'intelligence humaine dans ce bas monde qui a compris de plus en plus comment fonctionne la réalité pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. On pourrait tellement bien arrêter là, parce qu'on arrive vraiment au bout. Je propose, il y a encore là, il y a une question, là, une question. Ouais. Vraiment des petites questions, encore peut-être 4, tu es d'accord? On fait encore 4. Et Philippe, une chose aussi que j'ai compris avec Philippe, vraiment, qui est super importante. Il a dit, en fait, parce qu'on aimerait arrêter l'argent liquide, hein, on est d'accord? Et ça nous fait un peu peur, non? C'est qui a peur? Un peu, comme ça. Ouais. Et en fait, Philippe, il a une réponse, que c'est pas possible. Et c'est extraordinaire. Tu veux dire? Oui, je suis avec un ingénieur de Forkel qui est d'origine suisse d'ailleurs, qui développe le site web synapsis.net qu'on développe ensemble, qu'on conçoit ensemble, qui est un site de mise en lien qui permet de mettre les gens en lien localement et petit à petit de reconstruire de nouveaux systèmes d'échange basés soit sur la monnaie libre, soit sur l'économie du don, etc. L'idée étant d'apprendre à se passer de l'argent en général, y compris liquide éventuellement, ou en tout cas de passer à un autre type de monnaie. Puisque mais l'argent liquide va continuer, il faut continuer de stocker de l'argent liquide parce que ça va quand même pendant très longtemps. Même les Suédois sont revenus de cette histoire de puçage. Donc non, l'argent liquide va continuer de fonctionner très longtemps, mais le problème c'est que sa valeur va s'effondrer et que c'est pour cette raison qu'il est important, en tout cas, d'anticiper la probable nécessité de passer à un nouveau système monétaire, parce que sinon, on va nous l'imposer et on va le refuser. On va refuser un système de monnaie contrôlante. Donc, il faut se préparer à, et en plus, ça va être compatible avec de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles façons d'être ensemble, de nouvelles façons de communiquer, de se relier, qui seront amenées naturellement parce que l'être humain va comprendre sa véritable nature absolument merveilleuse. Hein, et donc, voilà, et les perspectives absolument fantastiques qui nous attendent dans le futur, si on veut bien s'éveiller. Mais pour ça, effectivement, il faut quand même apprendre à s'autonomiser. Ne serait-ce que pour se rassurer, c'est important de réaliser cette autonomie, cette mise en lien. Il n'y a pas besoin d'une autonomie à 100%, une autonomie à 50% suffit. Donc on continuera de dépendre des monnaies oui, mais même cette globales. Monnaie-là, cette monnaie-là, tu dis, par rapport aux BRICS, tu as dit, c'est pas possible. Oui, non, mais qu'est-ce que... Parce que tu avais dit, comme il y a le BRICS qui est adossé sur l'or, oui. En fait, avec les Occidents, etc., c'est en contrepoids. Donc, c'est pas ça va possible. Ça va faire un contrepoids parce qu'ils auront du mal à peut-être, si en cas d'effondrement, à nous empêcher d'utiliser monnaie BRICS, qui, eux, vont tendre à bras ouverts cette possibilité. Mais moi, j'ai pas spécialement confiance dans la monnaie des BRICS. J'ai pas confiance aux Chinois. Les Chinois, ils ont introduit eux-mêmes l'ingénierie sociale. Ils sont en train de l'expérimenter et ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Et le pire, c'est qu'en Europe, ils veulent faire encore pire. Hein. Mais bon, ça ne peut pas fonctionner. On a déjà les exemples de la Chine.
Non, il faut se rassurer sur tout ça et se contenter, il faut se mettre sur les gradins et assister tranquillement à l'effondrement de l'Occident. Voilà, ça c'est... Ce qui est un effondrement de la pensée. Sachant qu'on est dans des pays riches, on a l'avantage de vivre sous de bonnes latitudes, il n'y a pas franchement de gros soucis à se faire. Bon, par contre, toutes les cartes seront rejouées. Il y a des pauvres qui vont devenir riches, des riches qui vont devenir pauvres. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais le fait de vivre autrement va tout changer. C'est encore utopique, mais ça va pas tarder à se... Mais moi, je le ressens tout. Je vois bien les graines du nouveau monde. Elles sont en train de pousser partout. Je vais faire une conférence. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Hein. J'ai pas besoin de mettre les points sur les i. Hein. 6 naps.net, synapse.net, le chiffre 6 naps.net. Donc c'est un réseau qui aujourd'hui fait 4400 personnes, principalement en France, mais il est international. Donc en Suisse, vous pourriez faire, d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de faire un réseau local, puisque ça localise automatiquement toutes les personnes qui sont dans votre entourage. Ça vous dit par ordre de distance à votre domicile toutes ces personnes qui veulent fonctionner dans cette nouvelle pensée, dans ces nouveaux moyens d'échange qui font des réunions, des marchés, de la monnaie libre, etc., etc. Oui, c'est une question. Si on en croit la syntaxe, intelligence, ça veut aussi dire information. Est-ce une coïncidence? Oui. Non, probablement pas. Intelligence et information, oui, c'est lié. Mais bon, l'intelligence, c'est l'accès à la bonne information, on va dire. Parce que s'adapter, ça veut dire aller vers la bonne information, pas la mauvaise. S'il vous plaît, pardon. Est-ce qu'il y aurait une utilité analytique à intégrer à votre mode d'explication de la notion de conscience une catégorie psychanalytique qui a la notion d'inconscient ou de subconscient? Là, vous dépassez mes compétences. Hein. Un intérêt à introduire une notion psychanalytique dans ma manière. Ah ben oui, mais je pense que c'est à d'autres. Oui. Pardon, cette conscience que vous avez présentée par rapport à l'espace, le déterminisme, il n'y a pas de linéarité, etc. Mais dans tout ça, il y a quand même cette notion, bien sûr, qui peut être très polémique pour beaucoup de gens au niveau macro-mondial. L'inconscient a peut-être un rôle assez essentiel dans ce mode de d'ébullition de l'intelligence vibratoire. Bien sûr. Mais bon, ça, ce travail, il est déjà fait. Hein. La synchronicité, c'est Jung qui a beaucoup parlé de l'inconscient, qui a déjà fait ce travail, et moi, je me réfère à lui. Et oui, la psychologie jungienne aide énormément à comprendre énormément de choses. C'est dans l'inconscient qui correspond plutôt au subconscient, hein, que se trouve cette réalité du vide. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pourrait même dire que la conscience que nous connaissons, elle s'exprime au niveau quantique et que l'inconscient s'exprime au niveau des vibrations du vide, justement. J'ai une petite question, je suis là. Très terre à terre. Pendant qu'on était là, ma fille vient de se faire plaquer par son copain. Elle s'imagine qu'elle souffre énormément. Et donc, comment je lui explique que la notion de temps n'existe pas et qu'elle se crée sa propre réalité? Bah, les ados, les jeunes, ils ne sont pas tellement ouverts à ça parce qu'ils sont en train de développer leur ego qui est quelque chose d'essentiel. Et donc, c'est pas dans cette phase de maturité qu'on... Mais bon, moi je connais des jeunes qui sont ouverts à la spiritualité, qui sont ouverts à ces notions. Et comment s'ouvrir à ça? Comment lui dire
Et je pense que c'est une question plus large parce qu'on est quand même confronté dans cette vie de matérialité à des gens qui ne comprennent peut-être pas les choses de la même manière que nous. Donc, comment trouver un langage commun, surtout avec nos proches, en fait. Eh ben voilà. Ouais, l'amour. L'amour, le vrai. C'est ça. Ouais, merci. Bon, ben je vous remercie. Je pense que non. Encore une. Ok. Encore, merci. La gravité, vous avez dit, Philippe, la gravité, c'est la courbure de l'espace. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous élaboriez sur le sujet de la gravité de l'espace, s'il vous plaît, si vous avez encore un peu de temps. Bon, d'accord, je vais terminer là-dessus. Alors, vous l'aurez voulu. Donc, oui, la gravité, c'est la courbure de l'espace. Et donc, les vibrations de la gravité qu'on introduit au niveau infinitésimal pour arriver à unifier la physique, ça correspond aux vibrations, aux vagues de l'océan du vide. Ça vous va, ça? C'est-à-dire que en physique, on n'arrive pas à unifier. On a deux théories qui sont la théorie de la relativité générale et la physique quantique d'un côté, qui sont fantastiquement vérifiées par l'expérience, mais elles sont complètement incompatibles. Et si on veut les rendre compatibles, c'est la raison. Il faut étudier des phénomènes qui concernent à la fois les très grandes énergies et les plus petites dimensions. Bon. Et ça fait intervenir là, donc la gravité quantique qui est liée à la structure de l'espace à son échelle intime, c'est-à-dire aux vibrations du vide. Ça vous va, ça? Les vibrations de rien. Bon, alors, je vais vous dire un truc là-dessus, plus concret. Comment est-ce qu'on fait pour voyager d'une planète à une autre sans utiliser une fusée, parce que ça ne se fait pas. D'accord? Eh bien, on utilise une technologie qui permet d'éliminer le phénomène de décohérence qui fabrique la structure de l'espace. C'est-à-dire qu'un objet, lorsqu'il est dans l'espace, il est complètement inséré dans l'espace parce qu'il reçoit de l'information de son entourage. C'est de l'information électromagnétique essentiellement. Si vous disposez d'une technologie qui permet d'empêcher cette information d'arriver et de repartir, c'est-à-dire l'information elle arrive, mais elle repart, mais sans pouvoir informer le reste du monde, donc en éliminant le phénomène de décohérence ou en le contrecarrant, c'est-à-dire vous arrivez à créer une bulle quantique, et c'est possible, hein, vous arrivez à créer une bulle quantique éventuellement macroscopique, c'est-à-dire que le rayonnement extérieur, quand il repart, il ne contient plus d'informations, ou beaucoup moins. Ça crée un phénomène de dilatation du temps, qui du coup oblige les géodésiques de l'espace-temps à contourner la bulle, et du coup, ça supprime la gravité à l'intérieur. J'explique bien ça à la fin de mon nouveau livre, d'accord? Et comme ça, vous pouvez arriver à voyager par la conscience d'un point de l'espace-temps à un autre. Je l'ai dit très vite, hein, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait pour aller technologiquement d'un point à un autre dans l'espace-temps, c'est-à-dire ça revient à sortir de l'espace-temps et aller instantanément à un autre point de l'espace-temps, donc ça peut être une autre planète, etc. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on fait pour nous rendre visite. Voilà, et donc je vous autorise à vous intéresser à ce phénomène qu'on appelle le phénomène OVNI, parce qu'il est officiel, il est reconnu par toutes les autorités militaires et maintenant politiques aux États-Unis. Il était déjà reconnu par les autorités militaires en France depuis belle lurette. Il est reconnu par des associations de gens extrêmement sérieux, l'association Sigma 2, 10 ans après, Cometa, enfin bon. Il n'y a plus rien de discutable. C'est complètement indiscutable. La réalité du fait que nous sommes visités par des intelligences exogène est absolument indiscutable.
mémorisez cette affaire-là, instruisez-vous là-dessus, et vous comprendrez, ça vous aidera à vous ouvrir sur l'avenir qui nous attend, nous, à l'espèce humaine. Quelque chose qui nous attendra pas si évidemment on plonge dans le transhumanisme, puisqu'on va rester désinformé à jamais de cette réalité. Mais il n'est plus possible aujourd'hui pour notre humanité d'échapper à cette évolution qui va nous emmener vers le contact. Alors je ne sais pas si ça va arriver dans quelques années, dans quelques décennies, mais certainement pas au siècle prochain. Voilà, c'est quelque chose qui nous attend, et ça va nous modifier considérablement notre perception de la réalité. Et tout ce que je vous ai raconté ce soir, vous allez trouver ça évident, mais il va falloir quand même un temps de maturation. On est en train de plonger dans ce nouveau monde qui nous sera dévoilé petit à petit, etc. Ça vous va ? Merci. C'est magnifique, hein? Qui a appris beaucoup aujourd'hui? Qui a changé beaucoup de choses? Et ça va nous faire un autre futur lumineux. On est d'accord? Et puis nous, on est ceux qui amenons ça vers notre entourage. Donc moi, je propose, Philippe, il a le Telegram. Donc on peut le contacter, pas le contacter, mais on peut suivre son Telegram. Moi j'ai ma chaîne Rendez-vous avec la joie, cocotage.com, on peut s'abonner. Et puis après je peux aussi vous faire passer la vidéo, parce qu'il y aura la vidéo justement qui sera faite. Et puis les livres, Philippe, ce soir en fait tu n'as plus de livres. Au niveau des livres, tout le stock que j'avais est parti. Par contre je peux continuer de faire des dédicaces, hein. C'est pour ceux qui n'ont pas encore... Voilà. Je suis à vous pour les dédicaces. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci mille fois.